Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin, Éric et Patrick avec vous aujourd'hui pour notre mise à jour de Portfolio Espace Proactif. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. Monsieur Mermot, comment allez-vous en cette période tumultueuse d'événements sociaux, psychologiques, émotionnels, patriotiques et bon, je peux vous en sortir plusieurs comme ça. Que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui? Non, bah, j'allais te répondre chez moi, rien de spécial. Reste tranquille. Voilà. Au royaume de la propagande. Comment Ouais, ouais. allez-vous, Monsieur Chalier? Bah, écoute, ça va très bien, merci. Bonjour Eric, bonjour Martin, puis bonjour à tous. Moi aussi, c'est plutôt calme chez moi. Le ciel est bleu, le soleil brille et les vacances pointent le bout de leur nez. Donc c'est parfait. Et imaginez mon excitation. J'ai beaucoup de difficultés à masquer mon excitation aujourd'hui parce que les grands dirigeants du G7 sont en Alberta et rencontrent Mark Carney, Donald Trump. Écoute, toutes des gens d'une crédibilité absolument extraordinaire qui vont probablement nous dire comment on doit, qui vont nous dicter en fait comment on doit vivre dans les prochaines années. C'est de toute beauté. Merci le Canada de venir inviter ces gens-là, n'est-ce pas? Alors, sur ce grain de sarcasme, moment attendu aujourd'hui, c'est l'heure de faire une mise à jour de notre portfolio proactif. On en avait parlé la semaine dernière lors de notre dernière vidéo publique. Et écoutez, encore une fois, je pense que c'est intéressant pour les gens de comprendre un peu notre stratégie à la base, notre décisionnel, en fait, pourquoi on se positionne de telle façon et telle façon, au-delà de regarder les performances là, individuelles du portfolio, parce qu'il y a quand même des performances assez importantes. Et ensuite de ça, on regardera là, les comportements par secteur. Donc, Patrick, je te laisse la parole si tu veux présenter, commenter. Et ensuite, on regardera avec Éric là, les différentes prestations. Oui, eh bien, bonjour à tous. Donc voici le tableau de performance que vous pourrez retrouver sur notre site web très très bientôt. Cela, vous avez en primeur une partie de la prochaine page d'accueil de notre site internet qui n'est pas totalement terminée, qui sera à jour et en ligne d'ici quelques jours, où on a donc dans ce tableau, on vous propose donc de voir les différents niveaux en fait de nos positions, puisqu'on a 3 niveaux en fait d'accès sur l'espace proactif. Tout d'abord, vous pouvez acheter des lettres proactives à l'unité qui sont publiées pas forcément régulièrement, mais de temps en temps lorsqu'on découvre une opportunité intéressante dans les secteurs qui nous intéressent. Ça fait souvent l'objet d'une lettre que vous pouvez acheter à l'unité. Si vous souhaitez avoir accès à beaucoup plus de choses, vous pouvez prendre l'abonnement investisseur où on a aussi un certain nombre d'expositions qui sont accessibles à ce niveau-là. Et puis, on a un deuxième niveau qui sont, alors ces deux niveaux-là sont des abonnements à l'année, à la différence des lettres qui sont vous pouvez acheter à l'unité. Et le niveau spéculateur qui, lui, offre à nouveau des positions qui sont un petit peu plus tôt dans le développement de l'opportunité. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de risques, mais potentiellement plus de gains derrière. Et donc, dans le tableau, eh bien, vous avez le niveau d'accès de l'opportunité avec le titre de l'opportunité. Donc, évidemment, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas vous donner le nom ici, mais les abonnés, évidemment, ont accès à l'intégralité des informations. Quand est-ce qu'on a publié cet article? Est-ce que la position en question fait l'objet de versement de dividendes ou non? Et la performance que l'on a aujourd'hui, donc c'est mise à jour aujourd'hui, avant l'enregistrement de cette vidéo. Donc c'est les dernières performances que vous pouvez consulter. Donc on en a un certain nombre qui sont classés par différents secteurs, donc métaux précieux, énergie, métaux de base, et ensuite crypto-devises et mineurs Bitcoin. J'ajouterais que ici, ce sont les positions que l'on a sur lesquelles nous sommes rentrés à partir de 2022. Parce que l'entièreté de notre portfolio est plus étoffée que ça. On a bien entendu du Bitcoin, mais ça c'était pas très pertinent de le mettre, comme on a aussi une position sur l'or, ainsi que sur l'argent. Comme vous le savez, Martin est un fervent amateur et défenseur de ce métal.
Donc voilà, c'est des positions qu'on a aussi, mais qui ne sont pas affichées dans ce tableau. Et si vous voulez accéder à une prévisualisation, vous pourrez cliquer ici sur chaque lien qui vous emmènera directement sur l'article en question, que vous pourrez visualiser dans une courte partie si vous n'êtes pas abonné. En revanche, si vous êtes membre, évidemment, vous aurez accès à l'intégralité de l'article. Pour ce qui est plus du détail, je vais laisser la parole à Eric, qui va nous parler des récents développements et des mises à jour sur certaines de ces opportunités. Merci, Patrick, pour les informations. Éric, on a pivoté, hein, c'est important encore une fois de le noter, là, tel que Patrick vient de le mentionner. Nous avons pivoté fortement alors que nous avions une exposition aux crypto-monnaies qui était importante jusqu'en 2021. On a commencé à pivoter vers des positions fondamentales en 2022, particulièrement dans le secteur des commodités, hein, les matières premières. Pourquoi a-t-on pris cette décision-là dans ce moment-là particulier en 2022 pour commencer à s'exposer à ce marché-là en particulier? En fait, on avait choisi de se positionner dans les opportunités les plus importantes, qu'on pensait les plus importantes historiquement depuis 2017 dans les différentes crypto-devises. Alors, quand je dis crypto-devises, c'était ma terminologie de base, qui peut-être va changer dans le futur, on va dire, puisque la plupart en fait, de ces jetons numériques, en réalité, c'est ni des devises ni des monnaies. Elles n'ont pas le comportement, elles n'ont pas le niveau d'adoption qu'on attendait en fait à la base. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était beaucoup exposé aux crypto-devises avec des performances, des sous-performances dans le domaine des crypto-devises. Parce que c'est comme si vous achetez de l'or, par exemple. Comment valoriser de l'or? C'est très difficile. À part la demande monétaire, difficile de valoriser de l'or. Dans les crypto-devises, c'était la même chose. Donc, en fait, ce qui a toujours été notre cas, c'est qu'on avait une position prépondérante dans le Bitcoin, qui était au départ, je me souviens plus, 90%, 90% en fait, de notre portefeuille, parce qu'on considérait effectivement que le potentiel monétaire était beaucoup plus important dans Bitcoin que dans le reste étant des positions spéculatives. Et puis, finalement, à la fin, on veut quand même avoir des performances, peu importe que ça soit dans le monde de la débancarisation, ce qui était notre axe principal avant. On est revenu un peu dans les entreprises, on va dire plus ou moins traditionnelles, même si c'est dans le monde des ressources naturelles principalement pour l'instant. Et en 2022, c'est là qu'il y a eu un certain nombre d'opportunités qui ont émergé avec le plus bas en fait, du cycle sur les commodités de manière générale, ou ce qu'on pensait être le plus bas. Alors ça a été le cas pour l'or, par exemple, avec un début, je pense que c'était 2021-2022, un début d'achat massif des banques centrales sur l'or, qui nous a amené à nous intéresser à l'or, à l'uranium, ensuite à l'énergie de manière générale, mais en tout cas au pétrole. Et puis maintenant, on est dans la phase où on va pivoter en direction des matériaux de base, le cuivre ou d'autres métaux qui sont liés à la transition énergétique qui probablement n'aura pas entièrement lieu parce que c'est compliqué, il n'y a pas assez de matière en fait. Et donc, nous, on va se positionner dans les matières qui manquent. Donc voilà, donc c'est ça le pivot. L'intérêt étant que dans les entreprises, alors ça demande un effort beaucoup plus important en termes d'analyse parce qu'il faut chercher, puis en fait, c'est difficile de trouver les entreprises qui sont vraiment pertinentes avec des groupes de direction qui sont sérieux. Dans le monde des ressources naturelles comme dans d'autres environnements, la plupart en fait des entreprises sont, je veux dire, c'est du vide en réalité. Donc voilà, ça demande plus de travail, un plus grand effort de compréhension de la géologie et puis de l'ingénierie du développement des mines. Mais par contre, il y a une possibilité de valoriser les différentes entreprises qui est, on va dire, une base qui nous permet de spéculer sur le risque que représente l'opportunité en question. Par exemple, on sait plus ou moins que, je dis n'importe quoi, une entreprise vaut, au moment de la première production de sa matière, 1 milliard de dollars. Si elle a valorisé 200 millions maintenant, on sait qu'on a un potentiel à prix égal de matière de 5 fois sur une durée de 18 à 24 mois durant la construction de la mine. Et puis, on prend en compte le fait qu'il peut y avoir des problèmes durant la construction qui fait que ça s'allonge, ou alors on peut avoir des dépassements de dépenses qui feraient en fait que le multiple ne serait pas de 5, mais par exemple de 1,5 à l'extrême, par exemple, ou voire même un échec. Donc en fait, on connaît la valorisation à terme. Par contre, on ne connaît pas
le potentiel de réalisation réel, on spécule sur ce risque-là. Alors pour l'instant, en fait, depuis ce pivot, ça a assez bien fonctionné, je pense. Enfin, je vais repasser la parole à Martin parce que je vois qu'il veut intervenir. Oui, je prends des notes. C'est hyper pertinent pour moi de partager ces informations-là avec les gens aussi. Puis je pense qu'à la base, il faut faire une réflexion aussi lorsqu'on détermine là, dans quel secteur on va se positionner. Bon, je vais vous donner un exemple très simpliste ici, mais ça fait partie de la réflexion à l'intérieur de notre prise de décision ici. Vous avez eu jusqu'en 2021 une poussée très, très forte médiatique et politique de tout ce qui était l'énergie verte. Et là, on a vu une explosion de la valeur du lithium sur le marché. Pourquoi? Parce que là, bon, tout le monde parlait de voitures électriques. Les gouvernements ont mandaté, en fait, des termes de dire on va couper les voitures thermiques pour telle année, que ce soit en Europe ou au Canada. Et au bout du compte, nous, notre réflexion contrarienne, c'était de dire, ouais, mais écoutez, on comprend que tout ça risque de ne pas fonctionner tel que prévu, alors qu'on comprend que le réseau électrique n'est pas du tout bâti pour être capable de livrer la demande si on va dans cette direction-là. Et on a vu les résultats de tout ça. On a vu que le secteur de l'automobile électrique a pris une grande débarque, comme on dit en bon québécois. Et bien entendu que nous, notre réflexion était de dire, pendant que tous les gens ont les yeux rivés sur le lithium et les énergies vertes, faut regarder du côté de l'uranium. Faut regarder du côté de l'uranium. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on sait que c'est une énergie où les gens ont vu des grandes menaces avec tout ce qui s'est produit en Russie et ailleurs. Et ça nous a été présenté comme étant une énergie à risque, mais fondamentalement, c'est une énergie qui est très peu coûteuse lorsqu'elle fonctionne. Donc, c'était la raison de notre réflexion de dire, OK, on a identifié l'uranium, il est sous-performant actuellement versus au marché. Et de là, de dire, bon, ben, de quelle façon on peut se positionner pour trouver des bonnes sociétés dans le secteur de l'uranium qui vont valoriser à travers le discours à venir. Donc, je pense que ça, c'est intéressant simplement à la base de déterminer pourquoi on invite ce secteur-là. Pas besoin de vous dire aussi pourquoi on a choisi certains secteurs miniers comme l'or. Ben, parce qu'on voit les tensions socio-économiques, politiques, l'impression monétaire et tout ce qui afflue en ce moment. Donc, pourquoi à partir de 2002, on a commencé à se positionner dans le secteur de l'or aussi pour les mêmes raisons. Donc, en gros, je voulais juste vous donner l'info. Pourquoi on choisit ces secteurs-là en particulier et pourquoi, bien sûr, qu'on va se positionner dans des secteurs d'intérêt qui sont sous-performants actuellement, mais qui risquent d'être valorisés, en fait, dans les prochains mois et les prochaines années. Maintenant, dernier petit point que je veux apporter aussi, c'est que nous le voyons clairement actuellement qu'il y a un écart important, et là, je vise particulièrement le secteur de l'or, et ce n'est pas différent non plus dans plusieurs autres secteurs, mais il y a un écart majeur entre le prix de la matière et le secteur minier lui-même. Et je le rattache encore une fois à tout le discours vert qui a eu lieu depuis les années 2020-2021, où fortement on a poussé les nouvelles énergies, on a voulu présenter le secteur minier comme étant un secteur polluant, et vous avez plusieurs générations d'investisseurs qui se sont dit, moi, ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas investir dans le pétrole, je ne veux pas investir dans le secteur minier, je ne veux pas investir dans le minage de Bitcoin non plus. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans les vidéos publiques des dernières semaines, j'avais mis un graphique qui représentait que le secteur minier actuellement représente 1% des actifs transigés dans le marché boursier. Et avec une hausse du prix de l'or, une hausse du prix de l'uranium, une hausse du prix des matières premières, il est impensable que le secteur minier n'aura pas à reprendre énormément de force avec un nouveau partage d'investissement, tout simplement parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir le prix des matières qui explose et que les mineurs ne livrent pas la matière. Donc, il faut qu'il y ait des mouvements à venir et bien sûr, on sera là pour en profiter. Donc, c'était les 2 points que je voulais ajouter, Éric. Super. Ouais, je vais juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, typiquement, le monde des entreprises minières, de manière générale, il y a eu une perte de confiance. D'une part, une perte de confiance parce que dans le dernier cycle,
les grandes entreprises minières. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une augmentation du prix, par exemple, de l'or? On a une augmentation, évidemment, en fait, ça correspond à une augmentation des prix de manière générale. Et donc, non seulement le prix de remplacement dans une mine, quand on a une mine qui produit, il faut remplacer les réserves, parce que sinon, on va avoir une diminution et à la fin, un arrêt en fait, de l'exploitation. Donc, les coûts de remplacement augmentent parce que les prix, de manière générale, augmentent. Puis, deuxième truc, dans le dernier cycle, ce qui se produit partiellement actuellement dans certaines entreprises de production, c'est que les gens, en fait, ils se versent des salaires plus importants, ils font des dépenses qui sont inconsidérées, parce qu'en réalité, le cash flow qui rentre, il est tellement important qu'ils n'ont plus besoin d'être aussi rigoureux que quand c'est plus difficile. Donc nous, en fait, notre positionnement, il n'est pas dans les entreprises minières, productrices, les ETF, etc. Nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est des choses qui font des multiples. Et c'est ça la différence, parce que je veux dire, c'est pas compliqué de dire, OK, je me positionne dans les minières, j'achète un ETF, donc un fonds d'échange directement, où il y a les plus grands producteurs, puis en réalité, il ne va pas performer, parce qu'à cause des 2 points que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que vous avez un mélange entre l'augmentation des prix puis une gestion qui est relativement déficiente, parce que comme vous avez un panier, vous allez forcément avoir au moins 50% d'entreprises qui ne sont pas performantes en réalité. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est soit des producteurs qui ont des frais de remplacement qui sont bas, ou voire inexistants, ou alors des développeurs, des choses qui font potentiellement des multiples. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les résultats dans les métaux précieux, typiquement, où de manière assez spectaculaire. Alors, c'est dû aussi à l'augmentation du prix de l'or, qui n'était pas du tout attendue. Mais on voit des augmentations en multiples, en réalité. Quand vous voyez, je sais pas, par exemple, la mine d'or en Asie, là, typiquement, qui est bientôt à 3 fois le prix de base. Alors qu'en plus, ces titres-là, depuis le prix actuel, ont encore un potentiel de double, voire de triple, s'ils arrivent à construire leur mine. Donc, vous comprenez que, là, ça a un intérêt, mais comme je l'ai dit avant, on assume, si on investit dans ce type d'opportunité, on assume le risque dans l'intervalle. Mais la probabilité est relativement faible, parce que quand vous avez des financiers qui vont financer une mine à raison de plusieurs centaines de millions de dollars, la probabilité que la mine ne se construise pas, je veux dire, vous avez enlevé en fait une grande partie du risque. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre le niveau des spéculateurs et des investisseurs. Parce que Pat a évoqué avant le fait que les spéculateurs avaient un niveau de risque plus élevé. Effectivement, si on arrive plus tôt dans le cycle d'une mine, respectivement d'une future construction de mine ou de l'exploration, par exemple, on a beaucoup plus de risques si on n'a, par exemple, pas encore eu la décision de construction de la mine en question. Avant ça, on ne sait pas s'ils vont prendre la décision de construction. Peut-être qu'ils n'auront pas le financement. Peut-être qu'il y aura d'autres problèmes qui vont se présenter. Ils n'auront peut-être pas les permis de construction. Donc voilà, tout ça, c'est la différence entre le niveau investisseur, où là, on va dire, proposer les choses tardivement, mais avec moins de risques, et puis niveau spéculateur, où là, c'est fait pour des gens qui sont un tout petit peu plus aguerris. D'ailleurs, en parenthèse, je voulais juste faire un commentaire qui n'apparaît pas sur ce tableau. C'est que quand vous regardez l'opportunité spéculateur là, en surveillance future mine d'or en Afrique, qui actuellement a presque 7 fois en fait l'investissement de base, en réalité, ce qui s'est passé avec cette action, c'est qu'on l'a proposé aux spéculateurs d'abord à un certain moment où le risque était important, puis au moment où ils ont pris la décision de construction, on l'a proposé au niveau investisseur, qui eux sont un multiple, je pense, de 3 ou quelque chose comme ça, 3 fois l'investissement de base. Donc voilà, c'est ça un peu notre démarche, mais je repasse le micro à Martin qui, lui, a pris des notes. Absolument. 2 autres points, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs ou les gens qui sont un peu moins éduqués, je pourrais dire, versus l'aspect financier, l'aspect investissement. Pourquoi favoriser, en fait, des sociétés qui versent des dividendes, Éric? C'est une question qui peut nous aider. Ouais, alors typiquement, si on regarde un peu plus bas là, dans les opportunités pétrolières, vous voyez là, il y a 2 titres à dividendes. Il y a titre 1 et titre 2 là. Voilà. Et donc en fait là, l'idée c'était pas de faire forcément une plus-value en capital, parce que on comprend bien que dans un marché, on va dire, qui est, en fait, évidemment, on a fait une analyse de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit sur le pétrole à terme, mais malgré tout, vous avez quand même des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou la Russie
qui peuvent augmenter leur production à certains prix. Et donc, il faudrait vraiment un choc important ou alors d'un coup, je veux dire, la disparition d'une partie de la production pour que les prix s'envolent. Donc, on n'est pas parti sur le scénario des prix qui vont s'envoler. On est parti sur le principe qu'on va se maintenir plus ou moins au prix actuel, mais avec un potentiel, si pour une raison ou pour une autre, il y a un manque dans le domaine du pétrole, qu'on puisse s'exposer à ça. Donc, on a choisi des dividendes, des titres à dividendes qui versent des dividendes historiquement entre 10 et 20% de rendement annuel brut. Parce que l'idée là derrière, c'est ça, c'est d'attendre que peut-être il va y avoir un catalyste qui va faire que le prix du pétrole augmente. Par conséquent, la valeur de base de l'entreprise va augmenter. Mais prioritairement, ce qu'on veut, c'est encaisser du dividende dans l'intervalle. Parce qu'on n'a pas une vision claire de pourquoi le pétrole pourrait augmenter de manière rapide. Mais ce qui est toutefois possible. D'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours. C'est intéressant, hein, tout le monde. Quand vous lisez les analystes sur le pétrole, enfin plutôt les gens qui sont publics, on va dire, ils vont vous dire ouais, le pétrole, il n'y a pas vraiment de potentiel. Puis là, vous avez une attaque d'Israël sur l'Iran, puis le pétrole prend 10% en une nuit. Donc, évidemment, voilà, on a des phénomènes comme ça qui peuvent être géopolitiques, ou alors des ruptures en fait sur l'approvisionnement qui se produisent potentiellement. Donc là, typiquement, ce qui est intéressant sur ces deux titres à pétrole, c'est que dans le prix de base des titres par rapport au prix actuel, on est en perte. Mais par contre, avec l'encaissement des dividendes, on est en gain. Sur une durée relativement courte d'ailleurs, 2 ans, même pas 2 ans. Malgré le fait que le prix du pétrole est baissé, l'encaissement de dividendes fait qu'on est bénéficiaire. Et puis, on va continuer à être bénéficiaire parce que si le prix du pétrole augmente, évidemment, les dividendes vont augmenter. Et puis, le prix de l'entreprise va revenir à son prix de base. Voilà. Voilà, je passe le micro. Patrick, est-ce que tu as des questions? Parce que moi, j'en accumule là, une en arrière de l'autre, juste pour t'offrir la parole si nécessaire. Non, j'ai pas forcément de questions. En revanche, j'aurais un commentaire plus d'ordre tarifaire, parce qu'en fait, on parle là des performances de ces opportunités dont on parle depuis tout à l'heure. Mais il faut mettre aussi en relation le coût que ça représente pour quelqu'un qui n'est pas abonné à notre service d'avoir accès à ces informations. La lettre proactive, par exemple, c'est 39 €. Donc, quand vous voyez, vous prenez la première ligne, la mine d'or en Asie, si vous faites 150% de bénéfices sur un investissement, votre 39 € est remboursé, mais je ne sais pas combien de fois. Et pareil pour les abonnements sont à 260 €, 270 € pour l'investisseur et 600 € pour le spéculateur. Parce que pour le spéculateur, il y a une recherche supplémentaire et il y a une charge de travail accrue. Mais quand on voit les performances en regard de ça, on se dit que finalement, l'abonnement est largement compensé par les investissements et puis par les rendements, même si dans les positions, on a aussi des positions négatives, surtout plus bas dans les cryptos, là, vous ne les voyez pas. Mais voilà, là, on va en reparler après, mais on a des positions, on n'a pas que du vert, hein, on est transparent sur les performances. Et tout ça pour dire que, en fait, même avec les dividendes sur les titres de l'or noir 1 et 2, ben, en fait, vos abonnements sont largement remboursés plusieurs fois. Donc, si jamais vous avez une objection sur le prix, c'est pas, disons que c'est compensé par les bénéfices des opportunités. Donc, ça doit pas être un frein dans votre tête que de se dire ah mais c'est à tel prix donc je vais pas y aller. Voilà. Merci, très bon commentaire, Patrick. Merci beaucoup. Je veux ramener aussi 2 points. En fait, c'est un seul point qui est comme, si vous voulez, diversifié en 2. On regarde actuellement ce qui est en train de se produire avec le risque politique. Pour vous donner une idée, encore une fois, de notre type de réflexion en équipe, c'est de dire, OK, c'est bien beau. On s'attend, parce que là, on a bien vu, comme l'a mentionné Eric il y a quelques instants, il y a un risque énorme de voir le prix du pétrole s'envoler si, bien sûr, Israël bombarde l'Iran, particulièrement les infrastructures pétrolières. Vous avez compris qu'il y a des fortes chances que le prix du pétrole augmente. C'est un mouvement tout à fait naturel qui peut se produire. Maintenant, allons un peu plus loin.
sont les bénéficiaires du pétrole iranien. Parce qu'au bout du compte, l'Iran ne livre pas de pétrole, exemple au Canada, ne livre pas de pétrole aux États-Unis. L'Iran livre 90% de sa distribution en Chine. Les Chinois sont les acheteurs de pétrole iranien, à 90% de la production. Ouais, Chinois et Inde, ouais. Chinois et Inde. Donc, comprenez bien là que, OK, maintenant qu'on sait que le prix peut augmenter et que l'Iran est attaqué, quelles vont être les répercussions? Ben, vous avez compris que, la Chine a toutes les raisons du monde de vouloir soutenir l'Iran dans sa position. Et bien sûr que la Chine aussi doit se diversifier, trouver des méthodes de diversification pour compenser, en fait, le 90%. Donc, quelles sont les compagnies potentielles qui peuvent bénéficier et dans quel pays, dépendant des ententes où la Chine a des bonnes ententes positives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie de la réflexion qu'on doit se poser lorsque l'on voit là, les situations politiques, géopolitiques qui sont en train de se produire en ce moment. Le deuxième point, puis là, c'est là où je veux l'amener dans non seulement la diversification du portfolio en soi, mais la diversification de où sont situées les structures juridiques des compagnies dans lesquelles on investit et dans quel pays sont exploités les gisements. On a vu récemment, lorsqu'on faisait des analyses, je pense que le commun des mortels s'entend pour dire « Ah, ben écoutez, le Canada, là, malgré ce qui se produit avec le Parti libéral, et qu'on peut considérer que c'est un pays qui est quand même relativement calme au niveau des tensions géopolitiques. On est un énorme producteur minier, n'est-ce pas? Ben là, on se dit, c'est peut-être un bon endroit pour trouver des compagnies canadiennes qui ont du secteur minier canadien, donc qui ont des opérations minières ici sur le territoire. Mais ce qu'on doit aussi analyser en arrière de ça, c'est que s'il y a une diminution des opérations parce qu'il y a une rareté qui se met en place à trouver le minerai, ben, ouvrir une autre mine prend 19 ans de moyenne au Canada, alors que la bureaucratie est extrêmement difficile pour pouvoir ouvrir un nouveau gisement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de se positionner au Canada? Est-ce qu'il n'y a pas des pays qui sont plus favorables justement pour être capables de livrer et d'exploiter des mines d'une manière plus facile aussi? C'est le point que je voulais t'amener, Eric. Ouais, en fait, on peut le voir d'ailleurs sur le tableau quand on parle de matières de base ou de métaux précieux. Hein. La plupart de nos investissements ne sont pas en Occident. C'est très clair. Hein. D'ailleurs, je ne pensais pas arriver à un tel résultat à ce point-là en analysant le secteur, je veux dire, typiquement Asie, Afrique, Amérique du Sud. Enfin, je veux dire, voilà, de manière assez incroyable. Le risque juridique est souvent beaucoup plus élevé dans les juridictions occidentales qu'ailleurs. L'autre élément aussi, c'est que là, on revient à ce que tu disais au départ, Martin, c'est-à-dire que c'est la perception versus la réalité. Si maintenant je vous dis, voilà, vous allez investir en Afrique, le réflexe naturel, c'est de dire non, je n'ai pas envie de m'exposer en Afrique. Résultat, c'est que tout le marché va mettre de côté en fait les titres qui ou en tout cas les entreprises qui vont être actives dans certaines zones. Elle va les sous-valoriser, alors qu'en fait, dans d'autres zones comme le Canada, les États-Unis, elle va les survaloriser. Et nous, on veut trouver des opportunités qui sont sous-valorisées. Donc, ça nous amène naturellement à aller dans certaines juridictions qui sont, on va dire, intermédiaires, c'est-à-dire, comme tu le dis, qui ont des processus en fait, de permis qui sont beaucoup plus rapides qu'en Occident, beaucoup moins de problèmes en termes de difficultés avec les populations locales, dans le sens que c'est des gens, en fait, dans certains pays, pas tous, hein, mais dans certains pays, les populations locales, en fait, elles accueillent à bras ouverts les gens parce que ça leur donne du travail. Et d'ailleurs, je lisais dernièrement un rapport d'un de nos investissements, ils sont à 90%, à 90%, c'est des employés locaux. Ce n'est pas des gens extérieurs qui arrivent. Et donc, c'est intéressant ça. C'est vraiment le risque juridique, le risque politique. Il est vraiment au centre de nos préoccupations et voilà, on arrive à quelque chose, comme je disais, la réalité rattrape l'idéologie quand on se rend compte que finalement, on n'aura pas la matière pour produire les infrastructures nécessaires pour avoir des véhicules électriques dans 2 ans. Il va falloir beaucoup plus de temps pour arriver à mettre en place ces infrastructures qui permettront
en fait une adoption qui va se produire, mais elle va se produire plus lentement que ce qui était idéologiquement imaginé, on va dire. Nous, on parie sur la réalité, on ne parie pas sur l'idéologie. Alors, après, je voulais juste dire un truc. Oui, vas-y. Puis après, tu pourras revenir sur le point, mais juste un point intermédiaire. C'est qu'en fait, là, ce que vous voyez, en fait, on était assez dogmatique, c'est-à-dire qu'on a mis les prix au moment où on a produit l'article ou le contenu, et puis le prix aujourd'hui. Mais dans l'intervalle, par exemple, si Pat, tu descends plus bas dans les crypto-devises, la première ligne, en fait, c'est un titre, comment dire, un mineur de Bitcoin, qui, en fait, avant la diminution par 2 des récompenses de Bitcoin, le halving, en l'occurrence, avait déjà fait 100% de plus-value. Donc, ça n'intègre pas les prises de profit potentiels qu'on a faites dans l'intervalle. Dans l'uranium, c'est la même chose. On a des titres qui sont à plat actuellement, mais dans l'intervalle, ils ont fait des performances intéressantes. Mais on reste quand même sur un positionnement à long terme. C'est-à-dire pour nous, long terme, c'est 3 ans, on va dire. Et puis, on ne va pas faire de fioriture. On met le prix de base et puis le prix actuel, point barre. Et puis les dividendes encaissés dans l'intervalle. Voilà. Excellent. J'ai 3 points. Premièrement, je veux revenir sur le terme que tu viens d'utiliser, que je considère pertinent, idéologie. Simplement pour vous donner une idée de grandeur. Avec le gouvernement libéral en place au Canada aujourd'hui, ce qui est déterminé, c'est que maintenant, il n'y aura plus de décision au niveau politique qui va se prendre, qui considère tout ce qui est relié au territoire canadien en particulier. Ce que le gouvernement libéral en place a promis aujourd'hui, c'est d'avoir toujours l'aval des communautés autochtones avant de procéder en fait à des opérations futures, que ce soit de développement de pipelines, que ce soit de nouvelles mines, et ainsi de suite. Avant, les décisions étaient prises et on négociait ensuite, on payait une partie des opérations, un partage des revenus avec les communautés autochtones. Aujourd'hui, ce qui a été déterminé au niveau de l'idéologie du gouvernement libéral, c'est de dire les consultations sont faites, les Autochtones ont leur droit à dire et à partir de là, on va travailler ensemble. Donc, vous comprenez que dans un contexte comme ça, qui est positif d'une certaine façon, on reconnaît les droits territoriaux des gens qui y demeurent, mais comprenez bien que ça vient augmenter potentiellement le temps nécessaire pour, évidemment, développer des projets. Donc, c'est un barrage qui peut être un obstacle qui peut être très important sur le temps simplement de vouloir développer ces trucs-là. Et c'est la réalité de l'idéologie de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui au Canada avec les nouveaux gouvernements en place. Donc, juste un truc intermédiaire par rapport à ce que tu viens de dire. Ce qui est important de comprendre là, c'est pas que ça soit bien ou que ça soit mal. L'important, c'est que les gens, le capital qui doit être investi, il n'arrive pas à cause de ces incertitudes. Sachant que, voilà, en l'occurrence, les Indiens en Amérique du Nord, ils ont quasiment un droit de veto. C'est même pas une consultation avec on demande l'avis à tout le monde et puis après on décide. Ils ont un droit de veto. S'ils disent non, c'est non. Et donc, cette incertitude fait que le capital n'arrive pas dans ces projets. Par conséquent, investir dans ces projets, ce serait on va dire, dangereux, puisqu'on sait que le capital ne va pas rentrer, puisque ça prend du temps et il y a de l'incertitude. Voilà. C'est ça vraiment la position actuelle en Occident, en fait. Et d'ailleurs, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, où vous le savez, c'est les sables bitumineux, c'est le pétrole, c'est la richesse canadienne, se plaint ardemment de ça pour les mêmes raisons. Les investisseurs étrangers ne veulent plus prendre le risque de s'investir au Canada, ne sachant pas s'il y aura évidemment des intérêts, des dividendes qui seront remboursés ou il y aura des avantages à le faire. Donc, c'est excessivement difficile au niveau économique. Et c'est une des raisons pour on voit notre produit intérieur brut se faire défoncer la gueule au Canada depuis les dernières années, mais c'est un autre discours. Il y avait 2 derniers points avant qu'on complète l'appel, la conférence d'aujourd'hui. Premièrement, quels sont les besoins au niveau courtage pour pouvoir accéder à ces opportunités-là? Je pense que Patrick a soulevé le point avant la présentation de l'événement d'aujourd'hui. Certaines personnes nous demandent, OK, mais j'ai besoin d'un compte de courtage. Comment puis-je m'exposer au-delà de me procurer les abonnements, la lettre proactive? Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre, en fait, pour pouvoir profiter de ces opportunités-là? Donc, qui veut prendre la parole, que ce soit Patrick ou Eric? Vas-y, Patrick. Je vais ajouter un point. Et merci, Martin, parce qu'effectivement, j'avais noté une question
sur l'accès au marché. Donc, c'est pas parce qu'on est on prend des positions sur des opportunités qu'on pourrait dire exotiques qu'il faut aller sur des marchés exotiques. La majorité, enfin, corrige-moi Eric si je me trompe, mais la majorité sont accessibles soit sur le marché américain ou canadien. À part peut-être l'australien, mais comme c'est une position liquidée, bon, ben maintenant c'est moins grave. Ouais. Et c'est vrai qu'on on est confronté avec nos abonnés à parfois une difficulté. Alors je ne sais pas si c'est psychologique, mais quand on parle d'action, tout de suite, je ne sais pas si les fils se touchent ou il y a quelque chose qui se passe, mais tout de suite, il y a une barrière en fait qui se met pour certains des abonnés ou des personnes qui voudraient s'abonner, mais qui se disent ah bah oui, mais il faut un courtier en action, donc c'est compliqué, donc je le fais pas ou ça va être voilà. Et en fait, c'est pas vraiment différent de l'accès à la crypto, dans le sens où si vous voulez accéder pardon à des produits de crypto, vous allez souvent vous inscrire sur un échange centralisé la plupart du temps, qui va vous demander une vérification d'identité, puis de verser des fonds. Et avec ces fonds-là, vous allez pouvoir transiger sur un marché avec une plateforme et acheter ce que vous voulez. Là, on est exactement dans la même démarche, c'est-à-dire que vous allez devoir vous inscrire auprès d'un organisme qui va être accrédité pour pouvoir vous proposer des actions. Vous allez devoir vérifier votre identité, vous allez devoir envoyer des fonds. Et une fois que tout ça est fait, c'est-à-dire comme pour l'accès à la crypto, ben en fait, vous aurez accès à des actions au lieu d'avoir accès à des cryptos. Mais en fait, le schéma est exactement le même. Ce qui peut changer, en revanche, effectivement, chez les courtiers, on va peut-être vous demander un minimum à verser, ce qui n'est pas le cas souvent pour les cryptos, parce qu'ils veulent appâter un maximum de monde. Mais sinon, dans le courtage, voilà, c'est peut-être la seule différence. Sinon, le principe fondamental est exactement le même, c'est juste le produit qui change et puis l'interlocuteur qui change. Sinon, il y a rien. Et en plus, les courtiers en actions, ils sont souvent des obligations légales dans les pays pour vous remettre en début d'année un document officiel que vous pouvez présenter aux impôts, etc. Donc, tout est fait pour vous. Alors que dans la crypto, tout le monde sait que c'est un peu le Far West et qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes, ça peut être la croix et la bannière. Donc voilà, ça, c'est un des avantages. Et je voulais rajouter un point dont je voulais parler tout à l'heure, mais que j'ai oublié. Il y a un élément qui est important, en tout cas moi qui me tient à cœur et mes collègues aussi évidemment, c'est que les opportunités qu'on propose, c'est des opportunités qu'on a analysées nous-mêmes, qu'on a trouvées et qu'on a trouvé pertinent de se positionner dessus. Mais en aucun cas, on va avoir des entreprises qui vont nous sponsoriser pour parler d'elles ou parler de leurs produits qu'on va proposer, nous, à nos clients. Enfin, à nos abonnés. C'est d'ailleurs pas nos abonnés, c'est pas nos clients. Donc voilà, c'est très important de mentionner ça. En fait, on a une politique très sévère là-dessus. On n'a jamais reçu d'argent d'une entreprise pour promouvoir leurs produits et a priori, ça ne changera pas. Donc, les produits qu'on vous propose, les opportunités qui sont proposées, ça a été analysé par nous. C'est des opportunités sur lesquelles nous-mêmes, on positionne nos capitaux. Et voilà, on vous fait profiter de nos recherches qui vous font gagner, vous, un temps précieux de recherche, justement. Et voilà, vous avez accès à ces produits. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Puis en passant, nous n'avons pas de certification, nous ne sommes pas des investisseurs certifiés ou des conseillers financiers en soi. Donc, tout ça, encore une fois, n'est purement que nos opinions, mais la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne bien. Parlant de ce qui ne fonctionne pas en ce moment, les cryptos, pour compléter. Plusieurs voient depuis les derniers mois à quel point Bitcoin a pris complètement le contrôle du marché des crypto-monnaies en particulier. Puis encore une fois, merci Eric de rappeler que ce ne sont pas tous des crypto-monnaies. Il est intéressant de voir que les coins stables, les jetons stables, en fait, tels que Ether, sont en train d'accumuler énormément du trésor américain en échange. Tether, pas Ether. J'ai dit Ether, pardon, Tether, tu as bien raison. Les jetons stables sont en train d'accumuler énormément d'obligations américaines en échange de dollars US et qui retournent évidemment dans le monde de la crypto. Et en arrière de ça, il y a eu une forte dominance de Bitcoin dans les dernières années.
justement, dans notre stratégie qui est de jeter un œil sur ce qui est sous-évalué versus ce qui performe bien en profit futur, bien, c'est peut-être une bonne période justement pour faire une bonne analyse de certains produits et se positionner pour la prochaine lancée. Donc, Éric, je voulais te laisser la parole là, sur les produits qui ont été choisis concernant la crypto-monnaie en particulier. Ouais, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est qu'effectivement, on voit ça de manière générale dans tout le marché. Si on compare d'ailleurs, là, en l'occurrence, vous avez des résultats qui sont en dollars US, mais je veux dire, si on compare par rapport à Bitcoin, je veux dire, c'est très difficile de trouver une réelle crypto-devise qui va superformer le Bitcoin. C'est notre objectif, sinon ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est comme l'or. Typiquement, si vous achetez de l'or, puis que vous ne trouvez pas des entreprises qui superforment le prix de l'or, ça ne sert à rien. Autant garder de l'or. Uranium, c'est la même chose. Donc, en fait, ce qu'on veut là, c'est effectivement avoir des réseaux qui potentiellement ont un effet d'adoption future. Mais vous voyez, là, c'est beaucoup plus difficile à valoriser parce que c'est relatif. Vous voyez, typiquement, dans une de nos opportunités, on a un réseau qui a 1 milliard d'utilisateurs. Et pourtant, pas de performance, une sous-performance massive. Pourquoi ? Parce que tout le monde est pointé vers Bitcoin. Mais bon, alors évidemment, là-dessus, ça n'apparaît pas, mais je veux dire, nous, on sait très bien que notre position principale, c'est Bitcoin. Puis ces positions-là, en fait, ces expositions dans les crypto-devises alternatives qui ne sont pas nombreuses, à l'époque, on en avait beaucoup. Maintenant, on a réduit parce qu'on a compris que c'est un peu comme des options, on va dire. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur quelque chose dont on pense que l'effet de réseau va être important à un moment donné. Puis si ça se produit, on va le transformer en Bitcoin. Et donc, là, pour l'instant, ça ne s'est pas produit. À un moment donné, on pensait effectivement, en termes d'analyse de mouvement de prix, qu'on allait avoir une augmentation. Et puis non, ça s'est dégonflé. Parce qu'évidemment, on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, on reste exposé à ces jetons qui, entre parenthèses, même s'ils ont du moins 50%, représentent une toute petite partie du portefeuille. Je veux dire, ce n'est pas 15% du portefeuille. On précise, en fait, dans nos articles, quand je les écris, je dis un quart de position, une demi-position, une position complète, qui est relative, en fait, par rapport à chaque personne. Chez chaque personne, c'est relatif par rapport à son niveau de risque. Mais en fait, ces jetons-là, c'est moins qu'un quart de position, en fait. Voilà. Donc, l'impact sur le portefeuille en général, il est mineur. Mais, par contre, si on arrive à superformer le Bitcoin en multiple, une fois de plus, on va avoir quand même un ajout au portefeuille qui sera intéressant. Voilà. Donc, c'est une exposition un peu annexe actuellement parce que très difficile de trouver quelque chose qui surperforme le Bitcoin. Alors, il y a plusieurs phénomènes, en fait, dans le monde des crypto-devises où les gens spéculent à très court terme, font des espèces de trading ou plutôt du casino, on va dire. On n'est pas intéressé par cette vision-là parce qu'on a dépassé 50 ans, n'est-ce pas ? Donc, on n'est plus là toute la journée à être comme des fous derrière nos écrans et puis essayer de prendre des pompes parce qu'il y a un jeton ou un machin on n'est pas là, nous. On parle d'investissement à moyen ou long terme. Et puis, on profite, en fait, si d'aventure, dans l'intervalle, on a, comme c'était le cas, par exemple, du mineur en Bitcoin, une augmentation drastique, on prend des gains intermédiaires et puis on reste exposé tant que notre thèse de base est toujours valide. On part du fondamental, mais on nie pas, en fait, le mouvement de prix, l'aspect technique, parce qu'évidemment, s'il y a des gains à prendre, on va les prendre. Voilà. Donc, je pense que ça résume assez bien la chose. Il y a un autre élément que je veux amener, c'est que depuis le mois de janvier 2025, on est en période de consolidation du portefeuille. C'est-à-dire que là, actuellement, les titres qu'on a en portefeuille, il y en a déjà pas mal. Pour un investisseur privé, c'est déjà pas mal. En principe, on ne devrait pas dépasser 6 à 8 positions. Là, on en a déjà plus. J'ai déjà quelques idées pour ce qui va se passer après la liquidation du premier mineur d'or qui va arriver d'ici l'automne. On va probablement sortir, récupérer du capital, puis on va avoir une autre opportunité derrière. Mais pour l'instant, on est en train de gérer le portefeuille existant parce que les potentiels de gains sont toujours présents. On n'est pas encore arrivé à des valeurs qui correspondent à ce qu'on appelle la valeur nette présente des différents investissements. Et puis dans le pétrole, par exemple, moi je continue à accumuler parce qu'on est à des plus bas, puis on voit un décalage entre le changement de perception sur le pétrole et puis les titres eux-mêmes où tout le monde panique parce qu'ils voient par exemple que l'OPEP a augmenté en fait sa production et ils pensent en fait que la demande ne va pas rattraper. Bon.
L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'entre-temps, on touche des dividendes et puis il y a, comment dire, il y a pire que ça, on va dire. Oui, absolument. Et je pense que d'avoir une vision contrarienne dans le contexte actuel est très positif. Regardez juste l'exemple ce matin. On a eu tout le week-end des bombardements d'un côté comme de l'autre au Moyen-Orient. Donc, la logique, c'est de dire, le prix du pétrole va continuer sa hausse aujourd'hui. Ça a bombardé à fond. Regardez ce qui s'est produit dans le marché. On a eu 2 nouvelles qui ont été balancées par des médias qui sont détenus par certaines entités, hein, et qui ont balancé, là, l'Iran se met à genoux puis ils veulent négocier. Et comme par hasard, le prix du pétrole descend ce matin. Et tout. Donc, comprenez bien, encore une fois, qu'il y a encore un jeu médiatique à court terme qui est très intéressant dans Wall Street. Les gens focus sur le moment, hein, sur l'instantanéité des choses. Quand, dans le fond, il faut regarder des positions sur le long terme aussi et de regarder avec froidement un peu plus de perspective, vraiment de voir comment le jeu géopolitique, économique et social se joue. Chose certaine, on va continuer d'avoir des perturbations importantes dans les prochains mois et on verra comment le marché va se comporter en question. Patrick, est-ce que tu avais d'autres commentaires que tu voulais ajouter? Je t'ai vu prendre des notes. Oui, j'ai un dernier commentaire. Effectivement, bon, vous présentez le tableau comme ça des performances. Bon, c'est intéressant parce que vous voyez effectivement les performances individuelles. Ce qui manque pour une personne qui voudrait s'abonner, c'est d'accord, mais comment je répartis tout ça? Et ben en fait, dans la lettre proactive, en fait, en bas de la lettre, on a une allocation d'actifs par secteur. Et effectivement, c'est là que vous vous rendez compte que la crypto représente une portion assez faible, enfin conséquente quand même, mais relativement faible par rapport au reste. Et voilà, tout est divisé en pourcentage, donc ce qui est pour moi une plus-value que je trouve plus intéressante que le tableau avec les performances des actifs, puisque là, vous savez que vous allez en fonction de tel secteur, vous savez si vous allez trop ou pas assez, vous pouvez rééquilibrer comme ça votre portefeuille, ce qu'on fait régulièrement dans chaque lettre proactive. Souvent, on met à jour cette allocation, il y a des petits pourcentages qui bougent de temps en temps. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant de le dire. Merci à nouveau. Écoutez, je crois que la vidéo a été très intéressante là, aujourd'hui. On a donné beaucoup d'informations sur le positionnement au-delà des chiffres, de comprendre en fait notre façon de penser en fait pour prendre nos décisions à nous et de voir de quelle façon on va gérer tout ça dans le futur aussi. Donc, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça nous fait toujours plaisir d'être là pour vous. Et s'il y a des nouveautés, bien sûr, attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles lettres, ainsi de suite, telles que l'a mentionné Eric. Dépendant des positions qui seront fermées, d'autres positions vont s'ajouter. On va suivre en conséquence. Et il est important de voir aussi là, le comportement du marché en temps réel avec tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, on avance. Merci à tous. Partagez la vidéo. Donnez-nous un like si vous avez apprécié. Et on se revoit pour une prochaine vidéo publique sous peu. Merci encore une fois, Eric. Merci, Patrick. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Tout le monde. Vas-y, prends la fin. Allez, amusez-vous. Passez une belle fin de semaine. On garde le cap et on se reparle bientôt, tout le monde. Salut, à bientôt. Salut.